Bonjour donc à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à l'affichage environnemental sur les produits alimentaires. Donc, je m'appelle Laura Brimont. Je coordonne avec mon collègue Mathieu Sojo l'initiative Mode de vie en transition à l'IDRI et nous organisons ce webinaire notamment pour vous présenter les résultats d'une étude que nous venons de publier qui porte justement sur l'affichage environnemental alimentaire qui est le fruit d'un travail de plusieurs mois. Alors, nous avons prévu d'organiser ce webinaire en deux parties. D'abord, à peu près une demi-heure pour vous présenter les résultats et les grands messages clés de cette étude, et puis de consacrer la deuxième partie du webinaire à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, même pendant la présentation, à les inscrire dans la case Q&R qui est donc située en bas de votre écran. Donc, nous pourrons y répondre par la suite. S'il y a des questions d'ailleurs d'éclaircissement très pragmatiques, on pourra y répondre au cours de la présentation. Je voudrais aussi vous rappeler que ce webinaire donc, est enregistré et sera disponible en replay via le site de l'IDRI et YouTube juste après la présentation, ainsi que les slides qui vont vous être présentés durant ce webinaire. Et puis, je voudrais donner la parole, avant de commencer la présentation de l'étude à proprement parler, à Flore Nougared, qui est chef de projet de l'expérimentation affichage environnemental alimentaire à l'ADEME et qui nous fait donc le plaisir de se joindre à nous pour cette présentation. Merci Flore. Merci. Bonjour à tous. Comme disait Laura, donc, je suis en charge de la coordination de l'expérimentation sur l'affichage environnemental des produits alimentaires à l'ADEME. Donc, l'étude qui va vous être présentée s'inscrit dans le cadre de cette expérimentation nationale. Et j'interviens juste aujourd'hui pour vous présenter très brièvement ce contexte. Et je voudrais déjà, avant de commencer, remercier l'IDRI pour ce travail, qui est une étude qui est indépendante et qui apporte une vision qui est un petit peu différente et complémentaire des autres travaux qui ont été menés dans le cadre de l'expérimentation. Donc, merci pour ce travail et pour l'organisation du séminaire aujourd'hui. Donc, à présent, quelques mots sur le contexte de l'expérimentation. Donc, depuis 18 mois, il y a une expérimentation nationale qui est en cours dans le secteur de l'alimentation et qui vise à évaluer quel dispositif d'affichage environnemental pourrait être mis en place dans ce secteur. Donc, elle est copilotée par l'ADEME et par 3 ministères de la transition écologique, agriculture et alimentation et économie et finances. Et la gouvernance implique également un conseil scientifique indépendant, donc qui a remis la synthèse de ses travaux en octobre, et un comité des partenaires qui est une instance plus large de concertation qui réunit les représentants des différents acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ces travaux et un rapport sera remis au Parlement à la fin de l'année. Donc actuellement, on est en train d'écrire ce rapport et il va s'appuyer sur de nombreuses contributions. Donc tout d'abord, les rapports des 18 projets expérimentaux qui ont été menés par différents acteurs du secteur alimentaire dans le cadre d'un appel à candidature qui a été lancé l'année dernière. Donc ces travaux ont été menés à cheval sur 2020-2021. On a également les discussions de 2 groupes de travail pareil, qui ont travaillé sur 2020-2021 sur les indicateurs et les formats. Des études consommateurs qui ont été menées par l'École supérieure d'agriculture d'Angers et INRAE, et certaines études complémentaires, dont celle dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, le rapport qui sera remis au Parlement à la fin de l'année s'appuiera fortement sur le rapport du Conseil scientifique, qui est indépendant. Donc, l'étude de l'IDRI s'inscrit dans ce cadre. Ils ont mené un travail qui est très riche, complet et qui est éclairant. Et c'est pour nous très intéressant qu'il puisse être partagé aujourd'hui. Au niveau du comité de pilotage de l'expérimentation, cependant, aujourd'hui, la question sur laquelle on est en train de travailler, donc à 1 mois et demi avant la remise du rapport, ce n'est plus vraiment d'évaluer ce qui a été proposé, mais plutôt de se projeter sur le futur dispositif. Donc, c'est donc également bien que la présentation de l'étude IDRI soit un petit peu dissociée des réunions du comité des partenaires, ce qui permet également d'ouvrir au-delà des membres du comité et d'avoir un public plus large. Aujourd'hui, au niveau du comité de pilotage, on travaille à la construction des propositions et des trajectoires pour un affichage environnemental harmonisé. Donc, on essaie de construire quelque chose. On ne va pas faire un classement ou une sélection parmi les projets qui ont été proposés, mais bien définir une nouvelle proposition sur la base des enseignements qui sont tirés de l'ensemble des contributions.
Donc, on a beaucoup de travaux qui ont été menés, on a beaucoup de connaissances, beaucoup de bonnes idées. Donc, on va s'inspirer de tout ça et essayer de dégager dans l'enseignement des conclusions et des consensus. Ensuite, on va essayer de définir une feuille de route pour les travaux qui restent à mener. Et on peut imaginer dans la définition de ces travaux et pour les prochaines étapes qu'on pourrait réutiliser la méthode développée par l'IDRI pour évaluer le futur dispositif, par exemple pour voir où ça mène et étudier la cohérence des signaux de ce futur dispositif. Donc, on arrive à la fin de l'expérimentation, mais il y a encore une voie de travaux à mener. Le sujet ne sera pas clos d'ici peu. Donc, après cette petite introduction, je vais leur laisser la parole. Si vous voulez plus d'informations liées à l'expérimentation et à son déroulé, vous pourrez retrouver tous les documents. Donc, tous nos travaux sont publics. Donc, vous pouvez retrouver tous les documents sur la page Internet qui est dédiée à l'expérimentation sur le site de l'ADEME, donc adem.fr. On publie au fur et à mesure toutes les notes, toutes les synthèses, les études, etc. Et le rapport final sera également rendu public d'ici à la fin de l'année. Merci. Je vais laisser la parole à Laura et Mathieu. Merci beaucoup, Flore, pour ce mot d'introduction. Donc, on va commencer notre présentation. Juste pour vous rappeler, hein, Flore l'a dit, mais notre étude donc, est indépendante du processus en lui-même. On a essayé en fait de faire une proposition pour organiser la discussion et notamment la discussion politique qui va s'engager à l'automne. Et aussi, ça nous semblait important ce travail pour essayer d'organiser la discussion entre les acteurs et permettre aussi une compréhension commune des enjeux. Alors, pour ce qui est du contexte de cette étude, je ne vais pas revenir, m'étendre là-dessus parce que Flore l'a très bien présenté. Hein. Donc, il y a eu une expérimentation sur l'affichage environnemental qui a été menée au cours de cette année, l'année dernière, qui est issue notamment de la loi AGEC et réaffirmée d'ailleurs par les citoyens lors de la Convention citoyenne pour le climat, donc qui s'est transcrit dans la loi Climat et Résilience, qui a engagé de nombreux acteurs et donc de nombreuses propositions de dispositifs d'affichage environnemental. Donc là, on clôt la phase d'instruction méthodologique. On aborde plutôt la question des arbitrages politiques en fait qui vont être faits sur ce dispositif parce que vous allez le voir au cours de notre présentation, il y a un certain nombre de choses qui relèvent plus de l'arbitrage politique aussi qu'uniquement en fait des enjeux scientifiques et méthodologiques. Nous, ça nous semblait aussi important de s'intéresser à ce dispositif parce qu'on est aussi dans un contexte plus large de discussion et de débat sur le futur de nos systèmes agricoles et alimentaires, notamment par rapport à la question de la durabilité environnementale, qui est encore très ouvert, très vif. Et donc, ça nous semblait important de réaliser ce travail-là sur l'affichage environnemental pour justement replacer, vous allez voir, ce dispositif d'affichage environnemental dans le cadre d'une vision d'un futur agricole et alimentaire. Alors, Flore l'a dit, on n'a pas fait un travail qui est complémentaire. Donc, on n'a pas vocation à se substituer au conseil scientifique, hein, qui, lui, a réalisé un travail beaucoup plus sur les enjeux méthodologiques et scientifiques de l'affichage. Et puis, juste aussi, dernière précision, on n'a pas proposé un dispositif d'affichage environnemental particulier. Ce n'était pas du tout notre objectif. Alors, juste quelques messages clés qu'on essaye de porter dans cette étude et de vous expliquer aussi pourquoi nous, aujourd'hui, on considère que ce dispositif, cet outil d'affichage environnemental est important. Alors, vous voyez ici, on a une figure qui récapitule un petit peu les différentes fonctions qu'on attend de ce type d'outil. Je ne vais pas revenir sur les deux premières parce qu'elles sont assez communes. La troisième a plus tendance à étonner. Nous, elle nous semble primordiale. C'est le fait que l'affichage environnemental contribue en fait d'une certaine manière à forger une vision de référence du système agroalimentaire qui est souhaité. C'est pas un outil qui est neutre parce que on s'attend à ce qu'il ait des impacts
sur les pratiques de consommation alimentaire, mais aussi d'une certaine manière sur la manière dont les industriels et les distributeurs vont adapter leur offre, forcément, c'est un outil qui va avoir un impact politique assez puissant. Et donc, il nous semblait important de poser la question de quelle vision de la transition agroalimentaire on veut porter à travers cet outil. L'autre point important à rappeler pour nous, c'est l'enjeu de la temporalité. Vous l'avez vu, on l'a rappelé dans le contexte, Flore et moi, que l'affichage environnemental est un outil qui est attendu d'une certaine manière par les consommateurs et par les citoyens, parce que ça a été une demande expresse de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est un outil sur lequel il y a pas mal d'attentes et en même temps, c'est un outil sur lequel il y a des débats méthodologiques, scientifiques, mais aussi politiques qui sont très compliqués et qui demandent probablement du temps pour être instruits. Et donc, nous, c'est vraiment à ça qu'on a voulu contribuer, c'est de faciliter le débat pour, d'une certaine manière, se dire qu'on puisse déboucher sur un dispositif à relativement court ou moyen terme. Alors, dans ce dispositif, ce qui est important, et vous allez le voir, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le sujet, c'est que ce dispositif, à la base, est basé sur une méthode qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, qui est donc une méthode standardisée, utilisée par d'autres pays. C'est une méthode qui est bien sûr incontournable pour construire cet indicateur, mais qui a aussi des points aveugles et des limites. Et c'était bien là aussi l'objectif de l'expérimentation, à notre sens, c'est essayer de regarder qu'est-ce qu'il fallait ajouter, comment est-ce qu'il fallait compléter l'ACV pour faire en sorte de répondre à certaines de ces limites. Enfin, dernière chose qu'on peut dire, quand on a cherché à informer ces arbitrages pour essayer de renforcer le débat et de le fluidifier, on a essayé de regarder à la fois l'aspect, à quel point en fait l'affichage environnemental pouvait être un driver pour changer les régimes alimentaires. Donc, quels signaux en fait il envoie pour dire quelle denrée, quel produit il vaut mieux consommer plutôt qu'un autre. C'est ce que dans le langage de l'affichage environnemental, on appelle la comparaison intercatégorie, entre les catégories. Et puis, vous allez le voir, à la fois se dire, est-ce que l'affichage environnemental permet d'envoyer des signaux sur la nature du produit, notamment ses modes de production, et donc sur les systèmes de production agricole qui sont valorisés ou moins. Donc là, c'est ce qu'on appelle la comparaison intra-catégorie, donc au sein d'une même catégorie de produits. Comment est-ce qu'on va différencier en fait des produits qui ont été issus de systèmes de production agricole ou sur d'autres critères également différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense, nous, à l'IDRI, qu'on a besoin de vision de la transition agroalimentaire pour aider à l'arbitrage politique? Alors ça, c'est un petit peu l'hypothèse clé de notre travail. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie, et en fait se calcule à partir d'un produit. C'est-à-dire qu'elle essaye de regarder l'impact environnemental d'un produit. Et nous, fondamentalement, on pense que la durabilité de l'alimentation ne peut pas s'apprécier à l'échelle d'un produit, elle doit s'apprécier à l'échelle d'un système alimentaire et donc derrière d'un système agricole. Alors pourquoi deux exemples, par exemple, pour vous illustrer ça. Il y a d'une part la question de la quantité globale qui doit être produite. Par exemple, si vous considérez une tranche de jambon, pour prendre cet exemple-là, l'impact environnemental va être complètement différent si on est dans des systèmes d'élevage extrêmement intensifs où, par exemple, il va y avoir une concentration de l'élevage sur un territoire donné très forte et donc qui va engendrer un certain nombre de pollution, par exemple, et de divers problèmes environnementaux. Ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes dans un système agricole où la concentration de l'élevage va être beaucoup moins forte et donc, du coup, l'impact sur les écosystèmes n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est le premier point, c'est quelles sont les quantités globales qu'on veut produire et quelles sont aussi leurs répartitions sur le territoire.
Et le deuxième élément, c'est que le système agricole est, comme son nom l'indique, un système et qu'il y a des interactions en fait entre les différentes parties. Il y a des interactions entre l'élevage et les productions végétales. Il y a des interactions entre les cultures. Par exemple, on sait que les légumineuses sont un moyen d'apporter de l'engrais azoté de manière naturelle à des cultures et que tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte quand on aborde la question de la durabilité de l'alimentation. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un certain nombre de limites méthodologiques aujourd'hui qu'on reconnaît à l'ACV. L'ACV ne représente pas très bien certains enjeux environnementaux, par exemple la perte de biodiversité, par exemple l'impact des pesticides sur les écosystèmes ou la santé humaine. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très bien représentées dans l'ACV actuellement. Et aussi, de manière plus générale, en fait, tout ce qui est fonction écosystémique de l'agriculture, parce qu'on a cet entrée produit, justement, qui font que ce n'est pas forcément traduit correctement dans l'ACV. Donc, nous, ça nous a amené à dire qu'il ne faut pas jeter l'ACV, ce n'est pas ça notre message, mais l'important, c'était de pointer du doigt ses limites, de montrer aussi que cet outil, en fait, par construction et avec ses limites, ça a tendance à orienter vers un modèle agricole quand même particulier, un modèle agricole intensif, tel que nous le connaissons aujourd'hui de manière majoritaire. Et à l'inverse, ça a du mal à représenter d'autres systèmes agricoles. Donc ça, c'était les choses qu'on voulait vous dire en introduction pour essayer d'expliquer ce qui a justifié cette étude. Aussi, un dernier mot sur le fait, et vous allez le voir au fur et à mesure de la présentation, qu'on est persuadé, et le fait d'y avoir travaillé plusieurs mois nous a montré qu'il y a une dimension vraiment politique intrinsèque à la construction de cet indicateur d'affichage environnemental, parce qu'en fait, il y a des choix à faire, des arbitrages, notamment, par exemple, entre différents enjeux environnementaux, alors qui vont se traduire méthodologiquement par tout un tas de choses différentes, mais que ça va vraiment constituer le cœur du débat politique et que c'est important de se doter d'outils pour justement expliciter les conséquences politiques des différents choix méthodologiques qui vont être faits. Alors, l'approche générale que nous avons eue pour essayer de répondre à cette question dans cette étude, c'est d'une certaine manière de reconnecter l'affichage environnemental avec des approches beaucoup plus systémiques. Et quand on dit approche systémique, en fait, on s'est basé sur des scénarios de transition agroalimentaire, ce qu'on appelle, nous, dans l'étude des visions. Alors, je vais vous présenter juste après quels sont ces scénarios et d'où on les sort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a essayé de regarder, donc d'un côté, l'ACV, l'affichage environnemental, qui est vraiment à l'échelle d'un produit, quels signaux ils envoyaient aux consommateurs pour réduire tel ou tel, ou réduire ou augmenter d'ailleurs tel ou tel denrée alimentaire, privilégier certains modes de production, certains modes d'approvisionnement. Et on a reconnecté ça à ce que nous disaient aujourd'hui les travaux de scénario qui essayent en fait de prendre une approche beaucoup plus systémique et qui en découlent en fait des images d'assiettes vers lesquelles on doit tendre, donc qui évaluent qu'est-ce qu'est un régime alimentaire durable. Et l'idée, ça a été de se dire, est-ce que le signal envoyé par l'affichage environnemental est cohérent ou pas avec ce que nous disent les scénarios sur ce qu'on doit atteindre d'ici 2030, 2050 en termes d'alimentation. Alors, pour vous présenter de manière assez rapide la méthodologie de manière un peu plus concrète, ce qu'on a essayé de faire d'abord, c'est de distinguer deux choses. Je vous en ai parlé dans le contexte. Distinguer d'une part quel était le signal envoyé en termes de régime, c'est-à-dire quelles sont les denrées qu'il faut consommer plus ou moins, ou qu'il faut consommer de manière équivalente par rapport au régime moyen que nous connaissons actuellement. Donc ça, c'est vraiment le signal qui est envoyé plus par l'ACV, parce que l'ACV fait très bien ça. Et dans un deuxième temps, on a essayé d'identifier quels étaient les signaux envoyés sur les modes de production, parce que ça nous semble effectivement indispensable de regarder est-ce qu'il y a un mode de production qui est promu ou pas à travers le dispositif d'affichage environnemental qu'on va déployer. Et là, ça s'est plus traduit par regarder quels étaient
les impacts, les signaux envoyés par les indicateurs complémentaires, c'est-à-dire ce qu'on a mis en plus de la CV pour construire l'affichage environnemental, puisque un certain nombre d'expérimentations au sein de cet expé ont fait ça, ont essayé de proposer des indicateurs complémentaires. Donc ça, c'est la méthode générale. Je vais vous expliquer ensuite vraiment les étapes. Juste un mot pour vous dire qu'est-ce qu'on a pris comme référence, parce qu'on n'a pas regardé les 18 expérimentations qui avaient, les 18 consortiums qui ont participé à l'expérimentation de l'ADEME. Ça nous aurait pris trop de temps d'une part, et puis ça n'avait pas forcément de pertinence par rapport à ce qu'on voulait faire. On s'en est concentré sur deux propositions qui sont donc l'EcoScore et le Planet Score. Alors pourquoi? Pour 3 raisons principales. D'abord parce que c'était les propositions qui nous semblaient les plus abouties de l'expérimentation en termes d'essayer de combiner l'ACV et les indicateurs complémentaires, donc de ne pas être uniquement basé sur l'ACV. Deuxièmement, c'est les expérimentations pour lesquelles en fait il y avait des données de manière très large sur toute une palette de denrées alimentaires, ce qui nous a permis justement de faire ce travail d'analyser les signaux, quels sont les signaux envoyés par exemple, je sais pas moi, sur les yaourts, sur les tranches de jambon. Donc ça, on a pu le faire parce qu'on avait accès à ces données-là. Et puis, ces deux propositions d'affichage environnemental qui ont connu un certain engouement et un intérêt au-delà même de l'expé, de la part de certains distributeurs notamment. Donc, ça nous semblait intéressant de travailler là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode qu'on a déployée, Fleur l'a dit, elle est reproductible pour d'autres dispositifs. L'idée était vraiment de prendre aussi ces propositions pour tester et pour illustrer ce que pouvait faire notre méthodologie. Alors, sur les étapes de la méthodologie, je vais essayer de vous expliquer ça de manière relativement succincte. C'est évidemment, si on veut aller dans les détails, on pourra poser des questions par la suite. Donc, Mathieu, je veux bien que tu lances la première animation. Donc, il y a tout d'abord eu une première étape qui a consisté à regarder quels étaient les signaux envoyés sur le régime alimentaire, je vous l'ai dit. Là, ce qu'on a fait très concrètement, comment on a fait, c'est qu'on est parti des régimes alimentaires qui étaient proposés dans les scénarios, donc les scénarios systémiques que je vais vous présenter juste après, et de voir quelles étaient les tendances qui étaient envisagées dans ces scénarios. Par exemple, le scénario agroécologique prévoit une baisse de la consommation de volaille de 66% par rapport au régime de 2010. Et ben nous, on a essayé de transcrire ça en une note de la même manière que le ferait un affichage environnemental, c'est-à-dire que, je vous passe les détails sur la manière de calculer cette note, mais on a attribué un score à la volaille qui correspondait, selon nous, à l'ampleur de la baisse qui devait être affectée à sa consommation dans le cadre du scénario. Cette note, on l'a comparée à la note et le signal qu'envoie la CV. Et on a essayé de regarder les deux en se disant, est-ce que c'est cohérent, quelles sont les différences, pourquoi, etc. Ça, c'est la première étape, le signal sur le régime alimentaire. Deuxième étape, c'est le signal sur les signaux envoyés sur les modes de production. Donc là, ça a consisté à faire la même opération, sauf qu'on n'a pas pris uniquement l'ACV, on a pris l'ACV plus les indicateurs complémentaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris les propositions du Planet Score et de l'EcoScore pour essayer de faire ce travail de comparaison et de regarder quels sont, si on prend en compte les modes de production, comment est-ce que les signaux sont convergents ou pas. Un dernier mot avant de laisser la main à Mathieu sur les visions dont on parle et les scénarios, puisque je vous en parle depuis le début sans vous expliquer concrètement ce que ça recouvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'est basé pour justifier les scénarios qu'on prenait sur des travaux que l'IDRI mène depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de son programme agriculture. Et une partie de ces travaux avait notamment cherché à identifier dans le débat européen quelles étaient les visions de la transition agroalimentaire qui étaient débattues, proposées, portées par certains acteurs. Là, on s'est concentré sur les visions qui entendent répondre à l'enjeu environnemental, parce qu'il y a peut-être d'autres visions qui aujourd'hui sont débattues, mais qui sont
moins ambitieuses sur le plan environnemental. Donc, on s'en est concentré uniquement sur les deux qui étaient les plus ambitieuses. Alors, l'une qu'on a appelée donc la vision, le scénario agroécologie, que vous voyez donc sur cette figure. Vous voyez là sur cette figure, c'est les évolutions de l'assiette qui sont envisagées dans ces scénarios. Donc, l'assiette tout à gauche est l'assiette 2010 Europe, donc le régime actuel, on va dire. Et puis, ce qu'il nous faut atteindre sur la partie protéique, et je vais vous dire pourquoi après, pour ces deux scénarios. Donc, le premier scénario agroécologie, c'est le scénario développé notamment par l'IDRI-TIFA. Et puis, le scénario, ce qu'on a appelé, nous, intensification durable, c'est le scénario développé par Yves de Lancet qui fait effectivement également référence. Alors, l'objectif commun de ces deux scénarios, bien sûr, parce qu'il y en a un très, très fort, c'est la baisse de la consommation des protéines d'origine animale. C'est très visible sur ce graphique et c'est vraiment ça, le point de convergence principal et l'enjeu partagé par les deux scénarios, c'est de faire baisser cette consommation de produits d'origine animaux. Par contre, il y a des points de divergence qui vont, vous allez le voir, ça a quand même des impacts importants, qui notamment ont trait à la manière dont on pense la dépendance aux engrais azotés et aux pesticides, c'est-à-dire aux intrants chimiques dans l'agriculture. D'une certaine manière, on peut voir la vision agroécologique comme une vision qui cherche à s'affranchir au maximum de ces intrants chimiques. Elle s'en affranchit d'une part en essayant d'avoir une complémentarité entre l'élevage et les cultures végétales, et puis également une complémentarité avec les légumineuses qui, comme je vous le disais, sont des moyens d'apporter de l'azote au système agricole de manière naturelle. Et puis, la vision intensification durable qui, elle, ne pose pas cette autonomie en fait, des intrants comme une condition. Elle vise plutôt à rendre l'agriculture plus durable en limitant, en optimisant les usages de ces intrants chimiques, notamment à travers des propositions d'agriculture de précision. Et vous allez voir, ça a aussi une différence dans la manière dont on conçoit le système agricole derrière. Dernier mot, ces deux visions, elles se différencient également sur la manière dont elles considèrent la biodiversité et le rôle que joue le système agricole dans le maintien de cette biodiversité. Pour vous résumer ça très brièvement, la vision agroécologique considère que le système agricole en tant que tel est pourvoyeur et porteur de services pour préserver la biodiversité, donc il y a une biodiversité à sauvegarder, par exemple dans les prairies, qui est tout à fait importante et primordiale, alors que la vision intensification durable a plutôt tendance à considérer le système agricole de manière indépendante, pas support de biodiversité, et donc à considérer qu'il faut limiter le plus possible son emprise sur les terres pour sauvegarder des terres dédiées à la préservation de la biodiversité. Donc j'en ai fini là, je laisse la main à Mathieu qui va maintenant vous présenter les principaux résultats de l'étude. Merci Laura, merci donc pour tous ces éléments méthodaux. J'ai en parallèle du coup essayé de répondre au mieux à vos questions et puis on continuera après la présentation. Alors je vais essayer de vous présenter en fait un peu en 3 temps des résultats sur le régime alimentaire, des résultats sur les modes de production et puis un petit peu un résumé final de ce qu'on retient de cette analyse. Alors, donc Laura vous a expliqué comment on avait essayé de mettre en comparaison les signaux de la CV et puis les signaux de scénario, tout ça étant des ordres de grandeur, mais pour essayer de visualiser ce qui est en jeu ici. Et donc, je vais vous le présenter un peu plus précisément ici. Et donc là, on est sur les signaux sur les régimes alimentaires. Et donc, le signal envoyé par la CV, c'est les valeurs moyennes par type de denrée. On regarde tous les modes de production différents qu'on mélange dans une moyenne, donc c'est le signal principal. Ce qu'on voit sur ce radar, donc c'est une note entre 0 et 100. Plus la note est élevée, plus on incite à la consommation. C'est par exemple les notes très bonnes des légumineuses. Et plus on est proche du centre, plus on doit réduire la consommation. Donc là, on a pris une note de 0 à 100. Dans certaines propositions d'affichage environnemental, c'est traduit d'ailleurs en lettres de E, D, C, B jusqu'à A. Donc, c'est ce qu'on lit sur ce radar. Ce qu'on voit, c'est en bleu clair, donc la CV générique. Nos deux visions en rouge pâle et en rouge foncé, vision agroécologique et vision intensification durable.
Et puis en gris, c'est une sorte de statu quo alimentaire pour voir est-ce qu'on est vers une baisse, est-ce qu'on est dans une augmentation. Alors, le premier élément important, c'est que suite au slide d'avant, on voit bien qu'il y a une incitation à la baisse de consommation de produits animaux si on compare avec le statu quo en gris. On l'a montré avec des petites flèches. Ici, c'est pour les œufs, le porc et la volaille. On voit que quand même les trois courbes, que ce soit la bleue ou les deux rouges, incitent à une réduction de consommation de ces produits-là. Et puis, les flèches oranges montrent que pour le poisson, les produits laitiers et la viande bovine, pour 2 des 3 signaux, il y a bien un signal à la baisse. Et puis, on va revenir parce qu'on voit qu'il y a un des trois signaux qui ne donne pas exactement le même message au consommateur. Mais bon, globalement, en tout cas, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il y a bien une sorte de cohérence entre ce que nous dit la l'ACV et ce que nous disent ces scénarios en disant il faut aller vers davantage de végétalisation et réduire la consommation de produits animaux. Il y a une cohérence, disons, vers la transition protéique en lien avec l'importance décrite par Laura juste avant. Donc ça, c'est le premier point. Il y a une relative cohérence et c'est évidemment très important. Ces flèches oranges, elles montrent qu'il y a aussi des différences, certaines divergences sur certains produits. Et je vais essayer d'en dire 2 mots et on pourra y revenir. Alors, sur les produits laitiers, donc en bas à droite, on voit que pour le coup, les 2 scénarios en rouge sont assez cohérents. Il faut une baisse assez importante de consommation de produits laitiers à terme. Et puis, la CV, elle, donne plutôt une bonne note, voire une très bonne note aux produits laitiers. Et en fait, cette différence-là, pour nous, c'est une très bonne illustration de pourquoi c'est intéressant de comparer des scénarios avec la logique ACV. Que fait l'ACV? L'ACV considère les troupeaux, des ateliers qui produisent des vaches, des veaux et du lait, et via des mécanismes d'allocation, donne des notes environnementales d'impact à la production de la vache, à la production de veau, à la production de lait. Et ça aboutit à cette note. Elle regarde à un temps T. Elle regarde aujourd'hui, en France, quand on produit du lait, quels sont les impacts environnementaux via ces hypothèses-là. Que fait les scénarios? Eux, ils se projettent dans le long terme en disant quel sera le cheptel bovin à long terme et donc quelle sera la production de lait. Étant donné que les notes sont, on va plutôt vers une baisse du cheptel bovin dans les signaux qui sont envoyés, et bien mécaniquement, on va aussi vers une baisse de la production laitière. Et donc, de manière cohérente, les scénarios disent. Donc là, il y a un point, ce qui nous paraît intéressant, c'est de montrer que ces 2 logiques d'évaluation qui se tiennent, mais qui quand même orientent différemment. Et donc, c'est une question, quid du signal à envoyer au consommateur pour sa consommation de produits laitiers, alors que, par ailleurs, l'ACV dit, en donnant un signal très négatif sur la viande bovine, implicitement donne un signal à la baisse du cheptel bovin. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième, c'est sur la question du poisson. Le poisson, il y a pas mal de questionnements. C'est un sujet sur lequel il y a aussi peut-être moins de connaissances. Et plus d'hétérogénéité aussi dans les notes entre des petits poissons pêchés, des grands poissons pêchés, l'aquaculture. En fait, il y a énormément de catégories derrière. La question de la surpêche n'est pas simple. Ce que reflète ce résultat, c'est que dans la vision agroécologique, on ne compte pas trop sur l'aquaculture et puis on se méfie de la surpêche. Dans la CV, la note n'est pas très bonne non plus, mais elle reflète notamment des notes pas bonnes pour l'aquaculture et pour la pêche de gros poissons. Et puis, dans ce scénario d'intensification soutenable, ce scénario Heatland-7, là, par contre, l'aquaculture est plutôt valorisée parce qu'on considère qu'elle produit des protéines de bonne qualité pour la santé humaine, et aussi parce qu'il y a des promesses d'intensification durable de l'aquaculture. Donc ça, c'est aussi une autre divergence à discuter. On n'a pas évidemment de conclusion là-dessus. La troisième divergence, c'est sur la viande bovine, et je vais y revenir dans le slide d'après. Enfin, un dernier résultat, c'est que avec ces 3 profils, encore une fois, qui sont des ordres de grandeur, mais qui permettent de visualiser, ça montre qu'il n'y a pas de correspondance claire entre ce signal ACV et ces 2 grandes visions. Il y a des similitudes, des convergences et aussi quelques différences. Alors, on a bien vu qu'il y avait une baisse partagée de consommation de produits animaux. Ce slide, cette figure, c'est un zoom qui permet de voir avec un peu plus de détails. Ce sont les mêmes résultats, les mêmes données, mais simplement mis en forme différemment.
Et l'idée, c'était de regarder en fait les hiérarchies entre produits animaux. Nous, en fait, ça nous paraît important parce qu'il s'agit de donner des messages aux consommateurs, certes de réduire la consommation de produits animaux, mais aussi de donner des hiérarchies. Qu'est-ce qu'il faut réduire le plus? Qu'est-ce qu'il faudrait préserver si on réduit les autres? Et donc, finalement, pour nous, ça renvoie à des questions assez concrètes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, il faut remettre en perspective les signaux qui vont être envoyés avec les évolutions en cours de consommation de viande. Aujourd'hui, on a plutôt une hausse de la consommation de volaille en France. On a un trend à la hausse ces dernières années. On a plutôt une baisse de la consommation de viande bovine. Selon les signaux qu'on va envoyer aux consommateurs, ça pourra résonner aussi différemment en lien avec ces évolutions récentes. Le deuxième point qui nous paraît vraiment fondamental, c'est que s'interroger sur ces hiérarchies, c'est fondamentalement se demander quel est le modèle agricole qui est derrière et dont Laura a décrit brièvement les spécificités avant. Dans la vision agroécologique, et c'est souvent, je veux te dire, quand on montre ce schéma, ça fait réagir, parfois ça crée de l'incompréhension. Ce schéma, qu'est-ce qu'il montre? Il montre d'une part qu'il y a des baisses pour l'ensemble de ces produits animaux, mais que certaines baisses sont plus fortes que d'autres et que les hiérarchies sont un peu différentes. Quand on regarde la vision agroécologique, ce que nous dit ce scénario, c'est qu'il faut une baisse très forte d'un certain nombre de produits animaux et qu'il y a un produit animal qu'il s'agit de faire baisser également, mais peut-être moins que les autres, à préserver, parce qu'il a des co-bénéfices environnementaux et agronomiques importants, et c'est la viande bovine. C'est ce que disait Laura, à la fois par sa capacité à recycler l'azote naturel des prairies et son rôle sur la biodiversité. Il peut avoir des co-bénéfices qui justifient dans cette vision, dans ce scénario, qui puisse être la baisse la plus limitée en lien avec les autres. Dans la vision intensification, et juste pour dire que donc, dans cette vision agroécologique, le porc et la volaille, qui ont certes une capacité à être intensifiée, assez efficace en termes de production, mais ont un point faible, c'est qu'ils reposent sur l'apport de protéines végétales, en partie d'importation, et donc d'importation d'azote. Dans la vision intensification durable, en fait, dans ce scénario, il y a ces enjeux environnementaux qui vont plaider, par exemple, pour que la volaille soit plutôt en haut, du fait de sa capacité à être intensifiée et aussi de ses intérêts d'un point de vue sanitaire. Et au contraire, la viande de porc, par exemple, qui va pâtir d'un certain nombre de questionnements sur son impact en termes de santé et qui va justifier qu'il soit dans la partie de baisse les plus fortes avec le bœuf. Donc voilà, pour nous, en tout cas, c'est important de regarder ces questions de hiérarchie parce que ça peut avoir son importance vis-à-vis du consommateur et que ça reflète, encore une fois, des différences de modèles agricoles sous-jacents. Et l'idée pour nous n'est pas de graver ça dans le marbre, mais de le montrer pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Alors, donc ça, c'était la partie sur les signaux de régime alimentaire, donc sur les denrées classiques, et donc c'est logique de végétalisation, de baisse de consommation. La deuxième dimension, évidemment, c'est les signaux sur les modes de production au sein d'une catégorie. Quels sont les produits les plus vertueux? Donc Laura l'a dit, ça c'est un des grands enjeux de cette expérimentation, de comprendre comment mieux représenter ces différences-là, les différencier, les rendre visibles pour les consommateurs. Et évidemment, dès qu'on parle de mode de production, on va revenir à nos questions de vision du futur agricole. Alors, ce qui a été en partie, ce qui a été proposé dans le cadre de l'expérimentation, et puis depuis, finalement, c'est un peu de grands types de solutions qui ne sont d'ailleurs pas exclusives, mais c'est des bonus-malus qui peuvent compléter la CV, par exemple en utilisant des labels pour différencier les produits. C'est par exemple ce qu'a fait l'EcoScore, mais le PlanScore le fait aussi. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de chacune de ces méthodologies, ça prendrait trop de temps, mais tout ça est détaillé dans le rapport, mais je le mets ici en termes illustratifs. Et puis la deuxième solution, c'est davantage modifier la CV pour mieux prendre en compte certains impacts environnementaux, les enjeux de biodiversité, les enjeux de pesticides. C'était à la fois ce qu'a proposé PlanScore, et puis depuis, le Conseil scientifique a aussi fait un certain nombre de propositions, on y reviendra, pour modifier directement le cadre ACV.
Ce qui nous paraît, en tout cas à ce stade, avant de montrer d'autres résultats importants à retenir, c'est que quand il s'agit de différencier les produits au sein d'une catégorie, eh ben, il y a encore des arbitrages méthodologiques politiques qui vont être nécessaires. Alors à la fois sur le périmètre, on le voit ici, l'EcoScore, le PlanScore ont pris un certain nombre de choses en compte qu'ils ont valorisées. Par exemple, mettre un peu plus l'accent sur les questions d'emballage plastique dans le cas de l'EcoScore, du transport, regarder les pesticides, etc. Ça, c'est des questions de périmètre. Qu'est-ce qu'on regarde en ensemble? Et ça renvoie à des questions de faisabilité technique, mais aussi d'arbitrage politique. Il y avait des questions dans la boîte à questions sur les indicateurs sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément au cœur du débat, mais pour certains acteurs, il y a cette question aussi des indicateurs sociaux ou de bien-être animal. Donc ça, c'est la question du périmètre. Je pense qu'on converge quand même, on progresse, mais il reste des questions. Et puis, des questions de hiérarchie, évidemment, que dès qu'on change des choses dans la CV, dès qu'on ajoute des bonus-malus, il y a des questions de pondération de certains enjeux et pas d'autres, de certains modèles et pas d'autres. Et donc, encore une fois, ça renvoie à des connaissances scientifiques, mais aussi à des arbitrages qui peuvent être politiques. Alors, on voulait montrer quelques comparaisons en s'appuyant sur ces deux illustrations que sont le PlanScore et l'EcoScore pour un peu montrer ce que ça signifie de différencier des modes de production dans l'affichage environnemental. Alors là, ce que vous voyez, c'est le même radar que tout à l'heure, avec une note entre 0 et 100, les mêmes produits, protéines animales et végétales. Et donc là, on visualise le PlanetScore. Alors, le PlanetScore, en échangeant avec le consortium qui l'a porté, on a là deux types de données. Ce qu'on a appelé donc, en jaune clair le PlanetScore conventionnel intensif. C'est un peu une sorte de borne basse, des produits qui sont les plus intensifs. Et puis, en jaune orangé, le PlanetScore extensif bio, qui là correspond à une borne max, à des pratiques extrêmement vertueuses. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'essayer d'être très contrasté dans ce premier temps. Et que ce que nous montre ce graphique, en bleu, on a conservé la CV générique, c'est que le PlanetScore, il est construit pour refléter ces différences et montrer, par exemple, que pour le porc ou la volaille, quand on est dans un mode de production très intensif, du fait des changements dans la CV et des bonus-malus, on considère que l'impact environnemental il est important et plus important que reflété par la note moyenne générique de la CV. Et qu'à contrario, quand on prend en compte des modes très vertueux, on a alors pour la plupart un léger bonus, et puis pour la viande bovine, une différence assez importante, très importante, par rapport à la note de la CV et par rapport à la note d'un mode conventionnel intensif. Donc voilà, l'idée là, c'est de refléter le fait qu'un certain nombre de correctifs apportés dans la CV et de bonus-malus permettent de différencier, de contraster. Encore une fois, il faut se mettre dans l'idée que l'idée est bien de donner une information lisible aux consommateurs. Le même exercice, un exercice à peu près similaire avec l'EcoScore. Ici, ce qu'on représente, alors toujours en bleu, la CV générique. En vert clair, c'est pour un produit conventionnel, produit en France. Et donc, dans l'EcoScore, il va avoir deux bonus, un bonus transport et un bonus lié à la politique environnementale française. Ici, l'EcoScore s'est mis dans une façon de regarder ce produit en le comparant à potentiellement d'autres produits venant d'Europe, venant de plus loin, produits dans d'autres conditions. Et puis, en vert foncé, c'est un produit bio français, ou en l'occurrence, ou italien, ça donne le même chiffre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est simplement de voir que l'EcoScore, qui a valorisé d'autres aspects, qui a regardé la question un petit peu différemment, qui n'a pas modifié la CV, qui s'appuie directement sur la CV Agribalyse, va moins refléter ces différences entre un produit conventionnel et un produit bio. Et donc, évidemment, ça fait partie des débats, ça fait partie des questions. Un autre point qui est important, c'est que dans les deux cas, il y a eu le recours au label pour fixer des bonus, pour comprendre comment on pouvait différencier les modes de production sans réouvrir tout le capot de la CV et des données spécifiques, notamment. Derrière ces illustrations, encore une fois, on est dans l'ordre des illustrations et de ce qui a permis d'apporter l'expérimentation dans les débats. Il y a, selon nous, vraiment l'enjeu d'explorer
En fait, c'est quoi l'espace possible qui permet à la fois d'avoir un signal de végétalisation, mais qui permet également de distinguer les modes de production et afin d'envoyer un signal complet au consommateur, comparaison entre catégories, puis au sein de catégories. Et à notre sens, il y a certainement un réglage fin qui permettrait de refléter la réalité des impacts et d'être compris par les consommateurs. Je vais en terminer avec donc 2 slides un peu de résumés généraux de ce qu'on retient. Évidemment, il y aurait plein d'autres choses à dire, il y a plein d'autres choses dans l'étude, mais l'idée était de vous présenter de manière assez ramassée ce qui nous paraissait le plus important. Alors, ce schéma, l'idée, c'est un peu de se dire il y a quand même des points de convergence et puis évidemment qu'il y a des points de débat, il y a des points de travail, comme le disait Flore en introduction. Alors nous, on est un peu optimiste, on se dit que c'est quand même important de mettre en avant qu'il y a aussi des convergences, que toutes ces propositions, tous ces débats montrent qu'on avance, que l'idée qu'on doit comparer de l'intra et de l'intercatégorie est partagée par beaucoup d'acteurs. Le fait qu'il y a des limites dans la CV sur des questions comme les pesticides, la biodiversité qui nécessitent des développements, des ajouts, certains changements, ça nous paraît être quelque chose qui est bien représenté. Et puis, cette idée que les signaux doivent inciter à la végétalisation. Alors évidemment, dès qu'on passe dans la mise en œuvre, derrière ces intentions, là, il y a des débats. Il nous semble qu'il y a à la fois besoin de développement technique et de décision politique. Nous, il y a ici, on identifie trois points clés. En gris, c'est des points plutôt techniques, et puis en rouge, un enjeu plus politique. Le premier point, j'en ai parlé juste avant, c'est la question des labels. Faut voir qu'en tout cas, il se passe quelque chose de vraiment très intéressant, très constructif dans la dynamique autour des labels. On voit qu'on a besoin de mieux savoir évaluer les labels, mieux les comprendre, mieux les évaluer pour l'affichage environnemental. Dans tous les cas, ça sera un gain pour les consommateurs. On peut d'ailleurs citer un de travaux récents, celui du BASIC, du WWF et de Greenpeace et l'étude du FC Que Choisir, qui sont parus cette année, mais qui sont parmi d'autres, en tout cas, des travaux qui montrent que collectivement, on s'améliore là-dessus. Mais en tout cas, ça, c'est un enjeu, le premier enjeu qui est très important. Ensuite, le deuxième, c'est la question de jusqu'où doit-on modifier le cadre ACV, qu'est-ce qui est faisable à court terme. Voilà, il y a un vrai débat, il y a différentes propositions, dont celle du Conseil scientifique. En tout cas, c'est un point évidemment bien identifié et sur lequel il faut trouver une sorte de compromis, certainement, entre l'exigence d'avancer assez vite sur ce dossier tout en faisant quelque chose de satisfaisant. Et puis, le troisième point, on revient là-dessus, mais c'est vraiment important de toujours se rappeler que derrière ces outils de mesure, il y a des pondérations. Dans le cadre ACV, qui s'appuie sur le cadre européen, il y a 16 indicateurs, chacun a une pondération. Et donc, derrière ça, il y a une pondération de l'importance respective des impacts environnementaux et que ça, c'est nourri par la science. Et ça a été aussi des choix plus citoyens, plus politiques. Et donc, une fois qu'on s'appuie sur ce cadre, qu'on apporte des modifications, il reste toujours cette question du choix de pondération et qui nous paraît important à avoir en tête dans les débats politiques qui vont s'ouvrir. Et puis, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais selon les produits, comme j'ai pu le décrire, selon les types de denrées, il y a des enjeux spécifiques, des débats à avoir qui nous semblent plus ou moins faciles à régler. Certains sont plus ou moins consensuels. Mais en tout cas, je pense qu'on a une bonne identification de ce qui doit être discuté. Dernier slide. Comme vous l'avez vu, nous, évidemment, l'objectif ici, c'est de présenter l'étude qui est sortie donc récemment. Évidemment, en même moment, et puis depuis, il y a le processus qui est en cours. Flore en a redonné les jalons. Ce qui nous paraît vraiment important, et donc ici, on ne va pas revenir dans le détail, dans tout ce qui a été proposé, notamment par le Conseil scientifique, mais ce qui nous paraît important, c'est que le Conseil scientifique propose des orientations, notamment quelque chose qui était très attendu sur l'indicateur biodiversité, et reconnaît aussi que la science ne peut pas tout conclure, ne peut pas forcément aller tout au bout du chemin. Il y a bien des arbitrages politiques qui seront nécessaires. Un deuxième point, c'est, il nous semble que, et cette étude y contribue certainement, mais que la question de où l'affichage environnemental nous mène en termes de transition,
En termes de futur, elle est reconnue progressivement comme importante. Et ça, je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît essentiel parce que, évidemment, quand on ouvre la boîte à outils, le capot de l'affichage environnemental, tout ça est très technique. C'est important parfois de relever la tête. Et puis, le dernier point ce que je disais tout à l'heure, sur le compromis pour avoir un affichage qui envoie à la fois un signal de végétalisation tout en valorisant les modes de production les plus vertueux. Selon nous, il y a vraiment un compromis, il est possible, en tout cas, il doit être trouvé. L'usage de cette étude, et donc dans un premier temps, là, c'était quand même de nourrir les réflexions, d'essayer de prendre un pas de recul sur ces questions-là. D'essayer de proposer modestement, mais une petite méthodologie qui permet de faciliter cette mise en regard entre des propositions d'affichage et des visions. Et voilà, c'est quelque chose qui pourra être, comme le disait Flore, utilisé, en tout cas de continuer dans ce processus à essayer de nourrir ces débats, y compris avec ce petit outil de visualisation. Et ben, on va maintenant pouvoir passer à la partie questions et réponses. Je vous remercie de votre attention. En tout cas, n'hésitez pas au-delà de ce séminaire à nous contacter et on sera heureux d'échanger avec vous. Et Laura, je te laisse donc choisir et partager un premier set de questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, il y avait beaucoup de questions dans le chat, donc j'en ai sélectionné quelques-unes, en tout cas celles qui se recoupaient le plus. Ça continue d'ailleurs à poser des questions. Alors, il y avait un premier ensemble de questions sur l'enjeu de savoir est-ce qu'on peut avoir des affichages qui soient multi-enjeux, c'est-à-dire inclure les critères sociaux, les critères nutritionnels avec les critères environnementaux. Il y avait aussi une question qui est liée, qui est est-ce qu'il ne va pas y avoir une multiplication des logos et si on prend de plus en plus, si on affiche de plus en plus de choses, est-ce qu'on ne va pas perdre le consommateur ? Donc ça, c'est le premier ensemble de questions. Il y avait une question aussi intéressante liée à l'ACV au bio. Est-ce que vous pensez que l'ACV, en fait, est un handicap de départ pour le bio dans le cadre de cet affichage environnemental ? Et puis, plusieurs questions également, des interrogations sur d'où viennent les bénéfices de l'élevage bovin. Donc, je pense que effectivement, ça peut être assez surprenant. Quelqu'un demande même si c'est subjectif. Quels sont les co-bénéfices de la viande de bœuf par rapport au poulet et au porc ? Voilà, donc je ne sais pas, Mathieu, comment tu veux aborder ça. Peut-être, alors j'ai bien noté, juste peut-être pour prendre la dernière et puis on pourra dire deux mots, je dirais peut-être deux mots des deux premières et puis tu compléteras. Alors, déjà pour dire, nous, on n'est pas des spécialistes agronomiques, mais on a eu la chance et l'opportunité de beaucoup discuter avec nos collègues et différents collègues sur ces réalités agronomiques. Pour le faire plus simple, et puis il y a beaucoup plus de détails dans les deux rapports TIFA sur lesquels on s'appuie notamment. En fait, une grande différence entre les monogastriques, terme technique pour les porcs et la volaille, et les ruminants comme les bovins, c'est que les premiers vont plutôt reposer sur l'apport de protéagineux et donc de végétaux, de céréales qu'on va faire pousser, souvent du coup dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, et donc qui vont nécessiter pesticides, apport d'engrais et d'azote, et que cette nourriture, ce feed, va ensuite nourrir la volaille et les porcs. Et donc, on se retrouve avec un ensemble de problèmes liés à l'agriculture conventionnelle sur tout ce cycle, notamment de l'azote, puisqu'on va avoir ces impacts ensuite dans l'écosystème de ces différentes étapes. La différence, c'est que les bovins sont capables de valoriser l'azote qui est dans les prairies, dans l'herbe, et donc qui pousse naturellement, et de le transformer en fumier qui pourrait être réutilisé dans d'autres cultures. Et donc, en fait, on a d'un côté, on est obligé d'importer, en tout cas d'apporter de l'azote dans le système pour créer les protéines que nous, humains, on va manger. Et de l'autre côté, elles vont être davantage dans un cycle naturel, dans un écosystème qui fonctionne en produisant moins d'impacts environnementaux. Et donc ça, c'est un des avantages, en sus des enjeux de biodiversité, c'est-à-dire que ces prairies de zones montagneuses ou semi-montagneuses ont des valeurs de biodiversité et dans lesquelles, finalement, cet écosystème, les troupeaux de bovins ont leur intérêt. Alors évidemment, dans l'ACV, les bovins, eux,
vont être plutôt, ces éléments-là vont être relativement absents parce que la CV simplement n'est pas forcément construite pour prendre en compte ces aspects. Par contre, les émissions de méthane, qui sont liées au fonctionnement des ruminants et qui ont un pouvoir d'émission assez important, elles vont énormément pénaliser cette viande bovine dans les ACV. Et donc, d'où une sorte de hiatus, de grande différence de notation entre d'un côté l'ACV qui regarde tout un tas d'impacts, dont le méthane, et peu l'éco-bénéfice, et des visions qui disent oui, il y a le méthane, et donc il faut en émettre le moins possible, donc il faut une baisse de cheptel bovin. TIFA a fait l'objet d'une évaluation climat dans son étude de 2019 pour comparer avec d'autres scénarios. Mais il y a aussi des co-bénéfices et donc il s'agit de comparer. Derrière ça se joue, et je terminerai là-dessus, mais un focus qui est parfois uniquement climat et un focus qui regarde le climat et la biodiversité. Et c'était ça aussi l'important en montrant ce scénario agroécologique, c'est de dire, évidemment, la CV, il y a le climat, mais il y a plein d'autres indicateurs, il y a plein d'autres impacts, et regardons l'ensemble de ces impacts biodiversité. Peut-être juste, du coup, 2 mots et tu compléteras, Laura, sur l'aspect social et puis la question de la fatigue des consommateurs. Je pense que moi, en tout cas, je n'ai pas de réponse sur la question des critères sociaux. Il y a certains acteurs comme la Note Globale qui intègrent une diversité comme ça de son périmètre, dont des indicateurs sociaux. Il y a des députés de la majorité qui aussi portaient des propositions l'année dernière sur comment mieux intégrer des indicateurs sociaux, notamment en lien avec la loi Egalim 1 et 2 qui visent à assurer des revenus aux agriculteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui porte dans la société, dans les débats politiques. À ce stade, on n'a pas l'impression que dans le cadre de l'affichage environnemental, on ait envie de mélanger social et environnemental. Donc, ça n'est pas forcément à ce stade beaucoup porté. Et puis, sur la question de la fatigue des consommateurs, je pense que d'ailleurs, cette question est un corollaire, puisque si on imagine demain qu'un produit il aura les logos type label rouge ou bio, plus un affichage environnemental, plus un Nutri-Score, plus peut-être un indicateur de bien-être animal et un indicateur de rémunération, effectivement, ça devient quand même peut-être compliqué pour le consommateur de faire face à toute cette information. Merci beaucoup, Mathieu. Je ne sais pas si Flore, tu voulais ajouter quelque chose également. Non, juste sur le point des critères sociaux. Effectivement, c'est vrai que la question est venue au début d'expérimentation. Il a plutôt été fait le choix de prioriser les enjeux environnementaux. C'est déjà, vous le constatez, très complexe. Donc, ça aurait été mélanger encore des indicateurs qui ne sont pas du même ordre. Donc, pour l'instant, l'expérimentation s'est vraiment centrée sur les critères environnementaux sans avoir le souhait de mélanger à des critères sociaux. Ça pourrait éventuellement être fait dans un second temps, mais là, c'était vraiment concentré sur la partie environnementale. Super, merci beaucoup, Flore. Alors, je pense il y a peut-être la question de est-ce que l'ACV pénalise le bio comme un handicap, l'handicap au départ. Alors, Mathieu l'a rappelé, nous, c'est pareil, on n'est pas des spécialistes de l'ACV à l'heure actuelle. Ce qu'on a compris, notamment des travaux scientifiques qu'on a pu lire, c'est la manière dont aujourd'hui était construite l'ACV, et notamment la pondération qui était accordée aux différents aspects environnementaux et les facteurs de robustesse, c'est-à-dire les poids qu'on donnait à chacun de ces facteurs de pondération, avait tendance effectivement à minorer certains enjeux environnementaux qui sont justement défendus par l'agriculture plus extensive et l'agriculture biologique, et donc effectivement que ça pénalisait l'agriculture bio dans son ensemble. Alors, il y a eu beaucoup de questions pendant les 5 dernières minutes. Vas-y, juste, Mathieu. Laura, en complément, parce que sur la question de l'azote, une deuxième question, mais je pense qu'il y a un lien. Et encore une fois, du coup, ce n'est pas une façon de botter en touche, mais la question, c'est, en fait, on a déjà les légumineuses, donc, sont déjà capables de capter de l'azote et de le mettre dans le sol grâce à leurs racines et aux symbioses qu'il y a sur leurs racines. Et donc, la question, c'est, mais finalement, est-ce que cet argument sur le bovin, il tient la route? Est-ce que l'azote des légumineuses est suffisant? Ma compréhension de TIFA, c'est qu'ils ont regardé assez précisément les besoins d'azote globaux pour en déduire les besoins à la fois de rotation de légumineuses et de bovins. Et que donc,
ça a été pris en compte dans le scénario TIFA de s'assurer qu'on a l'azote dont on a besoin. Ceci étant dit, je le mets au conditionnel à vérifier, mais en tout cas, c'est ma compréhension de ce travail de scénarisation. Merci Mathieu. Alors, deux autres questions qui me semblaient également intéressantes. La première sur la question de l'harmonisation entre l'échelle française et européenne. Alors, ça s'adresse peut-être plus aussi à Flore. Est-ce qu'il faut une harmonisation au niveau européen ou est-ce que chaque pays développe son propre affichage environnemental ? Une question aussi, mais qui était liée à la première sur est-ce qu'il y a un risque qu'on voit se multiplier différents logos et systèmes d'affichage environnemental ? Et puis, une question aussi sur est-ce qu'il ne faudrait pas attendre d'avoir un consensus politique sur les visions qu'on veut pour l'agriculture avant de discuter de l'affichage environnemental ? Est-ce que c'est prématuré d'engager cette discussion sur l'affichage environnemental ? Si tu veux, je vais prendre la parole sur la première question sur l'articulation avec le niveau européen. Là, ce qu'on essaie de construire, c'est quelque chose qui ne va pas à l'encontre de ce qui est fait comme travaux au niveau européen. Donc actuellement, en Europe, il n'y a pas d'expérimentation similaire à celle qu'on vient de mener, qui a été faite, c'est-à-dire sur un affichage environnemental qui soit multicritère, complet sur le secteur de l'alimentaire. Donc c'est comme si la France est un petit peu, entre guillemets, précurseur sur le sujet. Et les travaux sont évidemment regardés par nos voisins européens et par la Commission européenne, avec qui il va être nécessaire de discuter évidemment pour voir comment cela peut s'articuler. Et donc l'idée dans ce qu'on construit, c'est de pouvoir rester en ligne avec les travaux qui ont été faits au niveau du PEF pour pas partir sur quelque chose de complètement différent et qui ne pourrait pas s'articuler plus tard avec ces travaux-là. Mais là, ce qu'on a mené actuellement, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait dans les autres pays à la même échelle et donc qui ne va pas à l'encontre de ce qui a été fait non plus. Merci beaucoup, Flore. Mathieu, est-ce que tu veux oui, dire ? alors j'avais identifié une question. Effectivement, il y a beaucoup de questions. Sur la question, voilà. Sinon, moi, je peux dire quelques mots sur vas-y. la question de l'articulation entre ce qu'il faut une vision avant d'avoir un affichage environnemental. C'est assez intéressant parce que nous, ce qu'on a trouvé vraiment passionnant en suivant le processus, c'est que d'une certaine manière, le fait de devoir construire un indicateur, un outil comme l'affichage environnemental, ça forçait à se poser des questions où jusqu'à présent on n'y a pas répondu ou qu'on a quand même mis un peu sous le tapis, qui est si on veut avoir une alimentation, une agriculture plus durable environnementalement, comment on s'y prend ? Et ça nous semble assez intéressant parce que d'une certaine manière, l'affichage environnemental force à le faire, à révéler ses visions, du moins en partie. Et du coup, la question de savoir est-ce qu'il faudrait l'un avant ou l'autre après, c'est forcément une discussion qui va aller de pair et main dans la main. Et nous, c'est vraiment en tout cas sur ce créneau-là qu'on voulait contribuer au débat. Merci Laura. Du coup, peut-être une réaction aussi sur la question climat. C'est une question sur la comparaison entre scénarios. Alors, on a fait un focus climat dans l'étude parce qu'effectivement, ça suscitait pas mal de questions. L'idée, en fait, c'est qu'effectivement, c'est des comparaisons globales qui vont aussi nous apporter des éléments entre un scénario d'agroécologie d'intensification durable, ce qu'avait montré l'étude TIFA 2019, en comparaison avec d'autres scénarios au niveau européen qui étaient proposés par diversité d'acteurs, c'est que c'était assez comparable en termes de réduction des émissions, mais avec des co-bénéfices qui étaient un peu différents. D'un côté, un scénario d'agroécologie qui a des co-bénéfices en termes de biodiversité, de réduction des pesticides, etc. Et de l'autre côté, des scénarios d'intensification durable qui produisaient un peu plus de bioénergie, un peu plus de méthanisation, etc. Et donc, finalement, voilà, en tout cas, d'un point de vue climat, et si l'IDRI a fait ce scénario TIFA, l'IDRI est extrêmement actif sur ces questions de climat depuis sa fondation, c'est parce qu'on pense qu'on peut essayer de tenir climat, biodiversité, environnement ensemble, que ces compromis ne sont pas forcément faciles. Mais en tout cas,
quand on compare ces deux scénarios dans notre étude, il n'y en a pas un qui est bien plus mauvais que l'autre en termes de climat, mais qu'on ne le dit pas pour le besoin de la cause. Non, il y a des compromis à trouver, mais les deux peuvent être acceptables et discutables. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, il y avait quelques questions aussi sur la portée de notre étude, de notre rapport en France et puis au niveau européen. Donc, juste, nous, évidemment, c'est quelque chose qu'on va porter au niveau des acteurs qui sont à la fois engagés dans le processus d'expérimentation et puis au niveau des politiques qui vont être à la manœuvre, on va dire, dans la deuxième phase de l'expérimentation, parce qu'il va falloir quand même arbitrer et décider si oui ou non on met en place un dispositif volontaire dans un premier temps, et si oui, quelle forme il prend. Donc ça, c'est une discussion qui va devoir avoir lieu dans les prochains mois et sur lequel on va essayer de contribuer. Pour l'instant, on en est en tout début. Deux autres questions, une qui est revenue plusieurs fois, mais sur l'impact en gaz à effet de serre des fertilisants. Effectivement, la production de fertilisants a des impacts importants. Il y a aussi des impacts au moment où c'est mis sur le sol, sur les cultures. Ça, c'est pris en compte dans l'ACV, justement dans les différentes étapes du cycle de vie. Une autre question, encore une fois, du coup, pour préciser sur le bœuf extensif. Effectivement, dans la vision agroécologique, la viande bovine ne représente pas celle qui est produite globalement aujourd'hui. Ça va être de valoriser, de conserver celle qui est la plus extensive sur des prairies semi ou permanentes. Et donc, effectivement, la question c'était, mais vous avez l'air de parler que de ça là. Effectivement, l'idée est de dire, dans ce monde-là, c'est un certain mode de production qui est largement dominant, majoritaire, qui ne correspond pas au mode de production moyen actuel. Alors, il y avait aussi une question sur le calendrier de mise en œuvre. Votre vision sur le temps de mise en œuvre, est-ce que c'est long? Est-ce que ça va être 5 ans, comme ce qui est envisagé du coup dans la loi, avant d'arriver à une obligation? Donc, je ne sais pas, peut-être que Flore, tu veux aussi répondre sur cette question? Oui, alors sur la question de quand ce sera obligatoire, c'est pas à nous, ADEME, de se prononcer, et c'est peut-être tôt pour le dire, ni même si ce sera rendu obligatoire, mais là, on est plutôt sur le calendrier un petit peu plus court terme. Donc là, à la fin de l'année, on remet un rapport. Il va y avoir dans tous les cas des travaux, quelle que soit l'option qui va être retenue et le scénario choisi, il va y avoir des travaux à mener donc sur l'année à venir. Et ensuite, ça dépendra fortement des décisions politiques qui vont être prises, donc qui vont influer le calendrier, savoir quelle option est choisie, quels moyens on met en œuvre derrière pour la réaliser et à quelle vitesse sont prises ces décisions. Mais là, on est quand même, par rapport aux 5 ans prévus dans la loi climat, on est quand même plus avancé que d'autres secteurs parce qu'on a déjà mis en place cette expérimentation de 18 mois et on a déjà des éléments que d'autres secteurs n'ont pas. Oui, parce que je dis ça parce que les 5 ans, c'est tout secteur confondu. Merci beaucoup, Flore. Alors, je vois qu'il y avait aussi quelques questions sur comment est-ce qu'on arrive à différencier des produits suivant leur mode de production. Et il y avait notamment des exemples qui étaient pris justement sur l'élevage bovin, en disant que ce n'était pas du tout la même chose d'avoir des troupeaux extensifs à l'herbe ou des viandes de réforme nourries sans pâture. Donc ça, c'est une question qui est de toute façon générique pour tous les types de produits dans l'affichage environnemental. Un des moyens quand même de traduire ces différences de mode d'élevage ou de culture, c'est à travers la labellisation. Et il y a notamment un travail qui va être fait dans les prochains mois, donc suite à cette expérimentation, pour essayer d'évaluer l'impact environnemental des différents labels qui existent et essayer justement, dans le cadre de l'affichage environnemental, que ça soit reflété, alors sous la forme d'indicateurs complémentaires probablement, mais que ça soit reflété et que les différents bénéfices de ces types de labellisation puissent être utilisés pour différencier justement les différents modes de production.
Un point de, je ne sais plus si on est revenu dessus, mais il y avait plusieurs questions sur quel était l'acteur qui avait produit les scénarios intensification durable. C'est une commission de scientifiques qui a été réunie par The Lancet, donc la revue scientifique médicale. Cette communauté scientifique, elle a essayé en fait de tenir ensemble à la fois les résultats en épidémiologie sur les régimes alimentaires sains pour les gens, et puis une vision saine pour la planète en utilisant le cadre des limites planétaires. Donc le cadre de Johan Rockström, qui fait le bilan sur l'ensemble des limites environnementales planétaires. Et en fait, ils ont essayé de croiser ça pour donner une vision de ce que serait un régime alimentaire durable à l'échelle de la planète. Et donc, voilà une direction. Mais qui est du coup un travail qui va regarder avec un peu moins de détails la réalité agronomique, d'où l'intérêt de le comparer avec un scénario comme TIFA, un scénario agroécologie, mais qui va avoir une vision aussi assez globale. Donc, l'idée, c'est d'avoir des scénarios qui étaient assez contrastés, mais qui ont été des scénarios très débattus, portés par ces acteurs-là. Merci Mathieu. Alors, je vois qu'il y a aussi quelques questions sur le caractère obligatoire ou non de l'affichage environnemental, de savoir est-ce que la loi climat et résilience le rend obligatoire. La question de savoir aussi est-ce que la France peut le rendre obligatoire sans le développement d'un outil à l'échelle européenne. Donc, en fait, effectivement, par rapport à la réglementation européenne, on ne peut pas développer un dispositif d'affichage environnemental obligatoire, sauf si, effectivement, il y a un accord et un dispositif plus large à l'échelle européenne. Par contre, ce qu'il est possible, c'est de développer des directives pour les entreprises qui souhaiteraient volontairement développer des dispositifs d'affichage environnemental. C'est bien ça l'enjeu. Et puis peut-être du coup de rappeler, mais peut-être que Flore l'a dit tout à l'heure, mais du coup, il y a une période de 5, maintenant la loi, il y a une période de 5 ans dans le cadre de ces volontaires et ensuite potentiellement passer dans une phase plus obligatoire. Oui, nous, ce qu'on va proposer à partir du moment où on aura quelque chose de disponible, c'est d'entrer dans une phase de pré-déploiement. Donc, avant que ce soit rendu obligatoire. Donc, une fois qu'on aura quelque chose de dispositif, les acteurs qui le souhaitent pourront le mettre en place. Donc, ça permet, voilà, ce sera la première phase, une phase de pré-déploiement à partir du moment où on aura quelque chose un dispositif abouti. Très bien. Alors, il y avait aussi une question, peut-être, Flore, qui s'adressait plus à toi, mais peut-être que tu viens d'y répondre. Sur quels critères l'ADEME va-t-elle s'appuyer pour faire sa recommandation finale auprès des politiques ? Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est analyser. On a reçu beaucoup de travaux, donc j'en parlais en introduction avec les DG projets. Il y a les travaux du conseil scientifique. Donc c'est là sur toutes ces contributions sur lesquelles on s'appuie pour faire des propositions qui commencent déjà à être discutées au niveau du comité de pilotage, qui vont être débattues demain lors du comité des partenaires. Et donc c'est sur la base de tous ces échanges qu'on base nos recommandations. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'il est 14h29, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Vous étiez très nombreux, donc on en est très heureux. Merci beaucoup à Flore d'avoir été présente aujourd'hui et donc d'avoir porté la voix de l'ADEME. Merci beaucoup à Karine, qui est toujours d'une aide très précieuse et efficace pour l'organisation de ces webinaires. Je vous souhaite en tout cas une très bonne après-midi, une très bonne continuation